démasquer, ça va être sans doute plus simple pour que vous m'entendiez. C'est bon au niveau du son? Oui. N'hésitez pas à nous alerter si les choses ne sont pas suffisamment claires. Bienvenue à cette table ronde. Donc je me présente, je suis Arnaud Tiercelin, je suis directeur éducation à la Ligue de l'enseignement. Je ne vais pas vous présenter la Ligue de l'enseignement, mais nous avons une vieille habitude d'échange avec la fédération FESPI, notamment dans le cadre du collectif des associations partenaires de l'école. Et puis moi personnellement dans mon parcours, j'ai eu aussi l'occasion de participer à la création et à la coordination du dispositif relais dans l'Académie de Versailles, mais il y a quelques années. Et donc je remercie Olivier de m'avoir invité, de m'avoir fait confiance pour vous proposer ce temps d'échange. Avant de présenter les participants présents physiquement sur cette table ronde, je voudrais d'abord excuser donc Frédéric Wexler, inspectrice générale éducation, jeunesse et sport, hein, c'est ça il me semble, que vous connaissez sans doute puisqu'elle a été une des chefs ouvrières importantes du grand plan de 2016 de lutte contre le décrochage. Elle s'excuse donc pour un problème de santé, mais tenait à nous adresser un petit mot, qui est une forme d'hommage, je trouve, assez intéressant du travail des équipes et des établissements publics innovants. Donc, avec Olivier, on se proposait de vous lire ce petit message qui nous semble une bonne entrée en matière avant que je vous présente les participants physiques de cette table ronde. Donc, voilà le propos de Frédéric Wexler. Chers amis, c'est à la fois une grande joie pour moi d'avoir été associé à cette journée d'études et un immense regret de ne pouvoir être présent, d'autant plus que tant de compagnons de route, de combat, de projets sont là, et je les salue chaleureusement. J'adresse des remerciements particuliers à Olivier Aéry pour son invitation. Cependant, je retiens l'essentiel, c'est-à-dire la mise en lumière de la créativité et de la persévérance des acteurs aux différents niveaux de décision pour développer au sein de l'enseignement public des espaces et des solutions de raccrochage. Je ne peux que souligner combien l'intuition émancipatrice des pionniers, micro-lycée de Sénart, pôle innovant lycéen, frappe plus que jamais par sa pertinence et sa contribution à des changements structurels de l'ensemble de l'école sur la question des décrochages. Ce qu'ils ont transmis s'incarne dans des démarches à la fois professionnelles, rigoureuses et libres, qui évoluent et se renouvellent en permanence pour mieux répondre aux besoins des jeunes. Nous avons conjugué nos forces, y compris en débattant et en choisissant des positionnements institutionnels parfois différents, conjugués pour obtenir des résultats dont nous pouvons très collectivement être fiers et qui incitent à poursuivre notre engagement. Les structures publiques innovantes contribuent à la diffusion au sein de l'ensemble du système d'un droit effectif à la deuxième chance et à l'évolution du statut de l'erreur. Elles incitent l'ensemble des acteurs de la communauté éducative à reconsidérer leurs frontières mentales et à se remettre en question régulièrement, individuellement et collectivement. Vous pouvez toujours compter sur mon implication, là où je suis, pour contribuer à une ardente patience à l'accrochage et au raccrochage scolaire, avec mes chaleureux et amicaux encouragements. Il me semblait intéressant d'avoir ce petit propos qui, du coup, à la fois salue le travail de la FESPI, bien sûr, et puis nous introduit à cette question, à cette table ronde, donc, qui aujourd'hui va nous permettre d'aborder la question de qui prend en charge le raccrochage scolaire. Sur ce temps d'échange, donc, nous avons plaisir et nous les remercions d'accueillir, pour commencer, bien sûr, Lucie Pitiot, vous êtes proviseure de la cité scolaire François Villon. Donc, encore merci pour votre accueil et pour votre participation. Madame Catherine Dubosc, donc vous êtes adjointe à la direction générale du pôle lycée du Conseil régional Île-de-France. Merci de votre présence. Hervé Coué, directeur de l'école de la deuxième chance de Seine-Saint-Denis et par ailleurs trésorier du réseau national EDC France. Et Olivier Aéry, que je ne présente plus. En tant que délégué de la FESPI. Merci donc à toutes et tous de votre participation. Et peut-être pour commencer à... Et qu'on puisse éviter d'avoir effectivement... Peut-être pour commencer cet échange, donc... Madame Pitiot, peut-être sur cette question de qui prend en charge le décrochage scolaire, il nous semblait intéressant d'avoir le point de vue d'une chef d'établissement qui est largement impliquée dans ces questions. Alors, vu comme l'institution a pris cher dans les vidéos, je sens que la défendre n'est pas exactement le rôle le plus simple. Alors je vais me défausser et effectivement, je vais endosser ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le point de vue d'une chef d'établissement, parmi d'autres, avec son parcours et avec ses observations. Et à hauteur de chef d'établissement, ce que l'on perçoit,
du rôle de l'institution, de notre rôle dans les établissements pour lutter contre le décrochage, avant même que de penser au raccrochage. Effectivement, la politique a un peu été modifiée au cours des années par rapport à ça. Moi, j'ai retenu des choses dans ce qui s'est dit dans ces résumés des ateliers de ce matin. Bon, j'ai retenu évidemment échapper à l'institution ou trouver une façon d'y survivre en y restant. Voilà. Et effectivement, la position qui est la mienne, d'être à la fois à la tête d'un lycée général et technologique, d'un collège d'éducation prioritaire, mais aussi d'un micro-lycée et d'un pôle innovant lycéen, même si par moments je me demande si je suis vraiment à la tête du pôle innovant lycéen. Et je crois que M. Brem avait déjà prévenu. Et je me demande si c'est pas inhérent à la structure que ce soit un État dans l'État. Et même dès le départ, je me suis dit que c'était pas un problème. Et c'est ça que je voudrais interroger, ce sera mon fil rouge, c'est d'une structure à part à être une part de la structure. Une part qui a toute sa place, une part qui peut innerver le reste de la structure, partager un certain nombre et diffuser. Il a été question de ça dans les vidéos également. C'est cultiver l'entre-soi et ou diffuser les pratiques. Je crois qu'effectivement, cette deuxième hypothèse a plutôt ma préférence. Une fois de plus, je n'ai pas la prétention de représenter l'institution. Je vais juste dire depuis là où je me trouve, comment je le vis depuis le début de ma carrière. Du coup, je vais vous parler de moi, mais rassurez-vous, ce ne sera pas long. Mais j'ai démarré comme professeur de lettres classiques, donc de français, de latin et de grec, et de grec ancien. J'y tiens en éducation prioritaire, quelque part en Isère. Avec des élèves qui étaient déjà potentiellement, parce qu'il y a des prophéties autoréalisatrices aussi dans ces établissements-là, de futurs décrochés. Parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas le choix. Et puis dans ce même établissement, je me suis retrouvée directrice de SECPA. Parce que finalement, même le directeur de la SECPA avait décroché lui-même, et que plus personne ne voulait de la place par rapport à ces élèves-là. Donc je me suis beaucoup posé la question du parcours de ces jeunes qui avaient décroché du collège classique. Déjà à ce moment-là, je trouvais que ces élèves-là avaient décroché. Puis après, je suis devenue personnelle de direction, et à la tête des établissements, eh bien, comme beaucoup de mes semblables, j'ai assisté à des réunions, beaucoup de réunions, qui parlaient de décrochage, de raccrochage, de dispositifs, de GPDS, de MLDS, de focal, de PAFI, voilà, et j'en passe. Et je me suis toujours demandé s'il y avait véritablement la maîtrise par le plus grand nombre des gens qui étaient autour de moi, y compris par moi-même, de ce que sont ces dispositifs. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans les vidéos. Il y a eu un terme qui était le militant du décrochage. Oui, il y a un savoir du décrochage, il y a un savoir du raccrochage, et je n'ai pas la prétention de faire partie des sachants. Et je ne sais pas si vous l'avez noté ce matin dans le discours de M. Geffray, il l'a dit aussi. Il n'avait pas la prétention d'être dans le camp des sachants. Je veux dire, vous partagez, là, vous tous dans cette salle-là, des savoirs qui me sont étrangers. Et j'ai pas de difficulté à le dire. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'assez techniquement difficile pour l'institution que d'arriver justement à se figurer tous les aspects qui définissent le décrochage d'un élève pour mieux préparer son raccrochage. Et donc voilà, toute cette tension qu'il y a à gérer le fait d'être une structure à part, à la marge, et en même temps la nécessité qu'il y ait une diffusion de savoir et que en partie, et peut-être juste en partie, une partie de votre savoir s'institutionnalise. Une partie de votre savoir infuse. Et je pense qu'un établissement comme le nôtre pourrait être un laboratoire des échanges entre la marge et le centre de cette institution, avec ses règles, avec son côté formatif et formaté. Voilà. Et en même temps, il y a une vraie actualité par rapport au décrochage. Ça devient urgent. Ça l'a toujours été. Finalement, on a tendance à penser qu'il y a de moins en moins d'élèves qui décrochent totalement du système. Je pense que les efforts déployés depuis 20 ans, ils sont pour beaucoup. Je pense qu'effectivement, et le grand plan de 2016 en parlait, pour la première fois, on mettait en lumière très clairement
le rôle des structures de retour à l'école, le rôle des structures des écoles de la deuxième chance. C'est la première fois qu'on disait clairement, voilà, il faut qu'on s'associe, structure publique, structure privée ou semi-privée, pour se mettre autour de la table et régler les choses. Je pense on s'est amélioré. Puis il y a eu le Covid. Et là, tout d'un coup, les perdus de vue sont devenus plus nombreux. Moi, j'ai le sentiment que dans ce collège, par exemple, depuis le début de l'année, on fait ce que vous avez toujours su faire, c'est-à-dire du réapprivoisement. Le terme n'est pas facile à dire, mais c'est ça. Il faut réapprivoiser nos élèves. On les a perdus pour un certain nombre parce qu'il y a eu le confinement, etc. Il y en a de plus en plus de perdus de vue. Évidemment, on a un nouveau texte sur le fait que les apprentissages doivent se poursuivre au moins de 16 à 18 ans. Et d'une certaine façon, on valide, et avec l'appui de la collectivité territoriale, on valide l'hypothèse qui était celle de vos structures depuis fort longtemps, de dire qu'un jeune qui a décroché après 16 ans, il faut qu'on arrive quand même à faire quelque chose. Et même d'ailleurs au-delà de 18, puisque le micro-lycée ici accueille des jeunes qui ont jusqu'à 21 ans. Et c'est aussi votre objectif, même si on a des élèves qui sont plus majoritairement majeurs au micro-lycée, ce qui n'est pas le cas du pôle innovant lycéen. Du coup, la question, c'est ce décrochage des élèves. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il est inhérent au système scolaire tel qu'il existe, c'est-à-dire que notre système scolaire génère du décrochage, et du coup, il est nécessaire d'avoir des structures qui sont nécessairement marginales pour essayer de raccrocher ces élèves, ou alors l'expérience qui est la vôtre et les ponts qu'on peut faire permettront-ils de générer dans un lycée classique des principes, des méthodes, des dispositifs qui permettront de raccrocher et qui permettront d'apprendre des situations qui sont les vôtres quotidiennement et qui nous posent énormément de problèmes. Je vois la pléthore de dispositifs qui sont parfois positionnés les uns sur les autres, empilés, et dans lequel on peine nous-mêmes à trouver du sens et qu'on peine tellement à expliquer aux familles, alors que finalement, ça fait des années que vous êtes dans quelque chose de plus global, d'une approche, et j'ai bien entendu que l'exemple canadien était allé encore un peu plus loin que nous, et je serais ravie que vous veniez m'en causer à l'occasion. Voilà, donc cette tension-là, j'aimerais qu'on arrive à la résoudre en faisant du PIL dans un établissement comme celui-ci un laboratoire de l'innovation. Un laboratoire de l'accompagnement personnalisé, de la construction d'un projet par le tutorat, un laboratoire du décloisonnement, un laboratoire de la démarche de projet qui redonne un sens aux apprentissages, un laboratoire des alliances éducatives. Alors c'est pas faute d'essayer les alliances éducatives à l'intérieur de nos structures dites classiques, mais la notion de conseil de progrès, par exemple, ce genre de choses qu'on partagerait avec les familles. J'ai adoré le sociogénogramme. Là, première fois que j'entends parler de cette chose-là. C'est une façon de faire alliance avec la famille, en même temps de la prendre en compte dans le projet du jeune qui nous est étrangère. Il y a quand même quelque chose dans certaines de vos pratiques qui sont de l'ordre de l'étrangeté pour moi. Et c'est humblement, voilà, c'est le point de vue d'un chef d'établissement. Parce que j'ai aussi d'autres dossiers que je ne suis pas sachante sur le sujet, même si j'ai beaucoup côtoyé le décrochage. Voilà, donc être un laboratoire d'innovation plutôt qu'une exception consolante, comme dirait Monsieur Delahaye, qui a écrit un livre récemment sur le sujet, une exception consolante où on se console d'un système très imparfait en maintenant à la marge des systèmes totalement dérogatoires. Et cette tension entre l'institution et la marge, je la ressens, et je la ressens d'autant plus dans un établissement hybride. C'est vraiment l'impression d'avoir une chimère sous la main, là. Et il y a quelque chose à en faire, voilà, vraiment, et sincèrement. Je ne vais peut-être pas poursuivre très, très longtemps. J'avais d'autres petits exemples à vous donner, mais voilà, je me pose la question, en guise d'ouverture, je crois que vous l'avez noté également, sur
L'innovation, parce que moi aussi j'aurais pu vous dire, en guise de provocation, est-ce que quand on innove depuis 20 ans, on innove toujours? Oui, si on se réinvente, effectivement. Mais rassurez-vous, l'école est capable de se réinventer. Je ne connais pas d'organisation qui soit aussi résiliente que notre école. Qu'est-ce qu'on en a avalé des programmes et des réformes? Et pour autant, comme dirait Paul Valéry, la contrainte n'a jamais empêché le génie. Dans le carcan de chacune, enfin, vécu comme un carcan d'ailleurs, de chaque réforme, on a toujours réussi à en sortir quelque chose d'intéressant à condition de ne jamais perdre la boussole qui est celle de l'élève et celle de son insertion, celle du droit de cité dont on parlait ce matin. Voilà. Et je terminerai là-dessus parce que sinon on va parler philo dans pas très longtemps. Voilà. Et je vous rends la parole. Et puis comme ça, la discussion sera ouverte. Mais une fois de plus, pardonnez-moi de ne pas vraiment représenter à moi toute seule l'institution, mais vraiment un petit bout d'une perception de ce qu'est notre institution. Merci Madame. Vous nous avez posé un panorama déjà assez riche, à la fois qui mêle des considérations, des réflexions sur la pédagogie, la place de l'innovation, cette tension que vous évoquez entre des structures innovantes et la possibilité qu'elles aient ou pas d'infuser dans le fonctionnement d'une institution qui par ailleurs peut produire du décrochage. Et puis vous avez évoqué aussi à certains moments l'importance donc de ces alliances éducatives et de ces partenariats qu'avait essayé de formaliser le plan de 2016, et notamment les partenariats avec les collectivités territoriales. Donc je me permets cette transition un peu facile, mais Madame Dubosc, peut-être aussi, il nous intéresserait de voir le point de vue donc d'un partenaire essentiel et important sur ces questions-là, qui est le Conseil régional, fort et également des nouvelles dispositions législatives que vous évoquiez, Madame Pithiot, notamment autour de l'obligation de formation à 16-18 ans, mais évidemment l'ensemble du champ des compétences importantes que peut avoir un Conseil régional dans ce domaine. Je vous en prie. Oui, donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit ce matin sur l'engagement de la région ici sur le lycée François Villon et particulièrement sur le PIL. Donc peut-être en termes de restitution sur ces ateliers, parler plutôt du dialogue interinstitutionnel qui me paraît fondamental pour potentialiser et faire converger les politiques publiques pour une plus grande efficacité pour les usagers, et en l'occurrence ici les élèves. Donc dans les restitutions des ateliers que j'ai entendus, ce qui me frappe en effet, c'est cette tension qu'il y a entre le nécessaire soutien et accompagnement des institutions et la défiance, je crois que le terme a été employé, la défiance dans ce même mouvement des institutions. Donc ce n'est pas parce que je travaille pour une institution que je vais m'en faire forcément l'avocate, mais comme ça à titre personnel ou quasi ou de philosophie de café de commerce, pardonnez-moi, je pense d'abord que la contrainte crée le génie, que sans contrainte, je ne pense pas que les génies puissent s'exprimer. Une politique publique ne peut pas se faire sans le financement public, donc il faut trouver il faut pouvoir créer pour les institutions un intérêt à agir. Cet intérêt à agir, il s'exprime par l'intérêt général, ce que ça produit. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir peur de rendre compte ou de rendre compte à l'institution de ses résultats, fussent-ils modestes ou à l'échelle de quelques dizaines ou centaines d'élèves chaque année. Il s'agit de voir comment, à partir de cette innovation qui est produite, on peut donner au pouvoir public la possibilité d'envisager une généralisation. La généralisation, forcément, elle sera, au bout du compte, me semble-t-il, une question de compromis. Parce que lorsqu'on passe de systèmes qui s'emploient à redresser, à donner une perspective à des destins qui sont a priori plutôt mal partis, quand on généralise, on ne peut pas sans doute produire ce même effort avec ce même engagement, ce ratio, pardonnez-moi, financier du taux à l'élève qui est considérable et qu'un État seul ne pourrait sans doute pas soutenir, même si nous vivons dans un des pays les plus riches du monde. Donc, quel type de compromis et quel type d'essaimage on est capable de construire et de co-construire, parce que je n'imagine pas que ce soit autrement qu'une construction, pour que les parties les plus adaptées pour une généralisation et une éducation de masse
puisse être diffusée et créer les conditions du plus grand nombre de succès pour les jeunes en l'occurrence. Et donc ça passe de mon point de vue par un dialogue institutionnel parce que la région ne peut pas, ou les régions, dans le plan générique du terme, ou en tout cas les collectivités locales, ne peuvent pas réduire leur action à des seuls parpaings qu'on va empiler pour fabriquer des murs. Non, en fait, la construction, la responsabilité de construction et d'exploitation des établissements scolaires, écoles, collèges, lycées pour la région, doit concourir à faire que nous construisons, les collectivités locales construisent des institutions en tant que telles, puisque le lycée incarne l'image d'une institution incarnée par le proviseur ou la proviseure d'un établissement en l'occurrence, et va être la boîte dans laquelle vont se construire des ambitions, des perspectives et des destins. Et donc je pense que si on a un seul boulot à faire, c'est celui de continuer à se parler dans le dialogue. D'un point de vue très personnel, pardonnez-moi, je ne suis pas trop encline à employer les termes d'idéologie, mais j'aime bien par contre tout le système, toute la grille de valeurs qui a été décrite dans les restitutions des ateliers, et comment on fait vivre cette grille de valeurs à l'aune de la réalité, parce qu'en fait, pour innover, il faut d'abord se coltiner la réalité et inventer à partir d'un terreau et du jeu de cartes avec lequel on peut jouer. Merci. Merci Madame. Je retiens effectivement de votre échange ce souci que vous avez, d'une certaine manière, d'amener un début de réponse à la question et l'attention qu'identifie Madame Pithiot, c'est-à-dire effectivement de passer de l'innovation à la possibilité de la généralisation et de l'essaimage, qui est sans doute une question importante, et l'importance de la dimension des partenariats, du dialogue interinstitutionnel, et nous aurons l'occasion d'y revenir peut-être dans la deuxième partie de la table, sauf si vous voulez peut-être si vous le voulez bien. Peut-être pour donner aussi un exemple concret et complémentaire de cette question des partenariats et des espaces d'innovation, ou des espaces qui, à côté de l'institution scolaire, travaillent cette question-là. Peut-être je vais vous passer la parole à Hervé Coué. Peut-être pour que tu nous fasses état effectivement à la fois de la spécificité de ce qui est proposé dans les écoles de la deuxième chance, et puis la place que vous occupez dans ce panorama institutionnel. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Rassurez-vous, je ne représente aucune institution, seulement une association qui fait partie du réseau E2C France. Donc le plus simple, c'est que je vous présente un petit peu notre dispositif, parce que comme nous sommes labellisés, que l'on soit dans le 93, dans le 94, à Marseille, à Lyon, à Lille, les jeunes qui intègrent notre dispositif sont censés recevoir la même qualité de prestation. Donc l'E2C, c'est un dispositif qui a été créé en 1998 par Édith Cresson. La première école a été ouverte à Marseille avec M. Gaudens. Et pour l'Île-de-France, la première école qui a été ouverte par Olivier Jospin, le frère de Lionel Jospin et Édith Cresson, c'est en Seine-Saint-Denis. Donc nous aurons bientôt 20 ans, l'année prochaine, 20 ans d'existence sur, au départ, un dispositif expérimental. Comme quoi, ça peut perdurer dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on y fait chez nous? On accueille des jeunes depuis septembre de 16 à 25 ans, sans diplôme ni qualification. Ce sont les prérequis pour intégrer notre dispositif. Et on travaille avec eux sur l'élaboration d'un projet professionnel. Je vais vous expliquer un petit peu les spécificités que nous avons. L'élaboration d'un projet professionnel et une remise à niveau au regard du projet. Concrètement, on ne va pas imposer à un jeune d'avoir un soutien ou un renfort en mathématiques si dans son projet professionnel, les mathématiques ne sont pas utiles. Donc, on est basé, nous, sur 3 piliers. Un premier pilier, donc, une remise à niveau sur les savoirs de base, mathématiques, français, bureautique. Mais nos jeunes, je vais parler du 93, que je connais très bien, mais on peut retrouver les mêmes choses dans les autres O2C. Et ben voilà. Alors, ce n'est pas moi qui ai demandé cette transition, mais bon, on va faire avec. Donc, les jeunes, remise à niveau sur les savoirs de base, mathématiques, français, bureautique, mais les jeunes font aussi de la philosophie, du théâtre, du sport et des visites dites citoyennes. J'en toucherai un petit mot tout à l'heure. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'élaboration du projet professionnel avec des formateurs qui sont spécialisés, qui ont un peu le profil de conseiller en insertion professionnelle, où là, on travaille avec les jeunes sur les codes de l'entreprise, sur les devoirs, les droits, etc.
Et le troisième pilier, qui nous anime encore plus, ou tout autant, j'allais dire, c'est la citoyenneté, puisqu'on est persuadé que pour que les jeunes décrocheurs, enfin qui étaient décrocheurs, qui commencent à raccrocher en passant dans notre école, mais il y a d'autres dispositifs qui fonctionnent très bien aussi, on est persuadé, en tout cas, nous, on pense que pour pouvoir intégrer durablement un emploi, il faut être un bon citoyen. Alors ça vous paraît évident pour tout le monde, mais les entreprises avec lesquelles nous travaillons, en Seine-Saint-Denis, on a un partenariat avec 8000 entreprises au niveau du territoire depuis la création de l'école. Et les entreprises aiment nous dire qu'ils aiment travailler avec les E2C en général, parce qu'on travaille énormément sur le savoir-être et sur la citoyenneté. Parce qu'ils nous disent, en fait, c'est pas très difficile d'avoir un job en ce moment. Le plus difficile, c'est de le garder. Et un jeune qui arrive diplômé, voire surdiplômé, mais qui rentre dans une entreprise sans avoir les codes, sans respecter sa hiérarchie, sans respecter ses collègues, sans respecter le client chez qui il va, ça ne peut pas durer. Alors que nous, le jeune, il a certainement beaucoup moins de compétences socio-professionnelles que ceux qui ont suivi un schéma classique. C'est très bien pour certains, c'est très adapté, il n'y a pas du tout à faire de comparaison ou de jugement de valeur. Mais en fait, nous, comme on travaille sur le savoir-être et la motivation du jeune, le jeune n'est jamais en retard. Enfin, si ça arrive quelquefois, il ne faut pas non plus dire que tout est rose, mais en règle générale, à 99% de nos jeunes sont à l'heure, respectent les gens, et en fait sont tellement motivés qu'ils vont apprendre très vite le geste de l'artisan ou le geste du métier. Donc voilà, la citoyenneté, dans notre parcours, alors après il faut que je vous dise deux, trois choses quand même avant le parcours. Nous avons des entrées, des sorties permanentes. Tous les mois, sur chacun de nos sites, en Seine-Saint-Denis, on a un site à la Courneuve, dans la cité des 4000, c'est très glamour. Et là, je suis en train de me battre avec la municipalité pour justement ouvrir un autre site à la Courneuve, mais pas dans la cité des 4000, parce que les jeunes ne viennent pas. Ceux qui sont aux 4000 n'osent pas venir à l'école au pied des murs, parce qu'ils ont peur du regard des autres. Donc je veux bien rester à la Courneuve, c'est très bien la Courneuve, mais qu'on change un petit peu de quartier. On a un site à Sevran, un site à Reuilly-sous-Bois, et on a ouvert un site à Pantin en septembre dernier. On accueille environ 630 jeunes par an. Donc, comme je disais, on a des entrées tous les mois, un groupe d'une douzaine. Ça aussi, c'est une spécificité de pouvoir accompagner dans de bonnes conditions. On rentre que des tout petits groupes, de 12 maximum, sur chaque site. Et tous les jours, on a des jeunes qui sortent parce qu'ils ont trouvé une solution. Donc, on est conventionné avec l'État, la région, le département sur des parcours de 10 mois. Donc, 700 heures en entreprise, 700 heures à l'école. Mais on ne va pas interdire à un jeune de partir dès qu'il a une solution. On va lui dire, tu restes 10 mois, parce que... Et donc on a des jeunes qui sortent tous les jours, ou parce qu'ils ont trouvé une solution. Une solution, une sortie positive pour nous, c'est un emploi durable ou un retour à une formation diplômante ou qualifiante. Ou ils nous quittent malheureusement, et ça arrive, c'est aussi les limites de l'exercice, ils nous quittent parce qu'ils ont besoin d'argent, du cash tout de suite, il faut qu'ils aident la famille à pouvoir manger tout simplement. Alors je ne veux pas faire de misérabilisme sur le 93, mais c'est quand même un public assez particulier, en grande précarité, c'est une réalité. Moi, je le vis au quotidien. Donc, des jeunes arrêtent parce qu'ils n'ont plus la possibilité de continuer, non pas parce que ce qu'on leur propose ne leur convient plus, mais que pour des raisons logistiques, j'allais dire, ils doivent retourner à faire des petits business comme ils les faisaient parfois avant de venir. Donc, je vous dis, on accueille un peu plus de 600 jeunes, 58% de jeunes femmes, comme quoi les femmes sont peut-être plus courageuses que les garçons. Et on a donc un taux de sortie positive au niveau de la Seine-Saint-Denis qui grimpe depuis 2016. Alors, ce n'est pas des chiffres mirobolants. En Paris, ils ont des sorties positives extraordinaires. Ils sont à plus de 75% de sorties positives. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout le même public. Donc, nous, depuis 2019, on est à environ 63% de sorties positives le jour de la sortie. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes labellisés pour pouvoir utiliser le nom École de la deuxième chance. Dans le label, enfin dans le cahier des charges de la labellisation, on doit suivre les jeunes 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an après. Même si vous le savez aussi bien que moi, c'est un peu compliqué de recontacter les jeunes parce que les numéros de portable sont très volatiles, ils changent souvent de téléphone. Mais en tout cas, si on intègre la situation des jeunes dans ce suivi post-parcours, on arrive à 69% de sorties positives. Donc en termes de com, on peut dire que quasiment 7 jeunes sur 10 qui intègrent un dispositif en Seine-Saint-Denis, qui intègre l'école en Seine-Saint-Denis est dans une situation positive dans l'année qui suit. Autre spécificité, ça aussi c'est une clé de la réussite, je crois. Alors c'est un dispositif qui coûte cher, c'est une réalité aussi, parce qu'il y a beaucoup de formateurs. Il faut qu'on les paye un peu plus dans le 93 parce qu'il faut quand même vouloir venir travailler dans la cité des 4000. C'est une réalité, moi je l'assume complètement. Et puis on a dans notre dispositif un psychologue à mi-temps sur chaque site.
Chaque formateur est référent de quelques stagiaires qu'il suit au quotidien tout au long de l'année, mais en fait il le suit aussi le soir, parce que, alors ça c'est un petit peu, on est associatif donc on peut se le permettre, mais on est parfois à la limite de ce qu'on doit faire, parce que les jeunes en grande difficulté peuvent être très intrusifs. Et donc, pendant le confinement, c'était juste impossible. En fait, les jeunes contactent les formateurs référents à 20h, 21h, j'ai un problème, et c'est souvent des problèmes personnels auxquels qu'ils partagent avec leur formateur référent. Donc tout ça, là où ça marche pas mal, c'est qu'en fait, on a la possibilité, dans une petite structure comme la nôtre, d'être hyper réactif. Et donc ça, c'est pas un reproche que je fais à l'éducation nationale, mais comme toutes les grandes institutions, le temps qu'on fasse bouger un petit peu les lignes, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et dans mon passé professionnel, je travaillais 18 ans dans un CFA, et je travaillais avec les fédérations pour faire évoluer les référentiels des diplômes sur les bacs pro. On s'apercevait qu'avec les réformes qui étaient mises en place, le moment où la réforme était en action, ce qui allait être appris était déjà avait 3 ans de retard. Donc le temps, alors ça c'est vraiment la force que l'on a au réseau national et dans les écoles de deuxième chance, c'est qu'on peut être hyper réactif pour les jeunes, et c'est aussi une des clés de la réussite. Pardon, j'étais un peu long, mais je vous invite d'ailleurs, plutôt que de vous parler pendant très longtemps, j'adore cette école, c'est un super dispositif. On se sent, comme vous, je pense, tous les matins un peu fiers d'aller au boulot, parce que on rend service à des jeunes, alors ils ne le rendent pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais en tout cas, on a de belles success stories, les jeunes reviennent après, pour certains d'entre eux. Certains veulent fermer la porte du passage à l'E2C, parce que c'était une période difficile pour elles, et puis elles ont trouvé une solution, ils mettent tout ça derrière, mais d'autres reviennent. Et on a vraiment de très beaux témoignages. Je vous invite, je laisserai quelques flyers. Et si vous voulez venir passer une demi-journée pour échanger avec les équipes pédagogiques, comment on fonctionne, pourquoi a priori ça marche et pourquoi les élèves décrochent très peu de notre système. Et dès lors où ils raccrochent vers une formation diplômante, ce sont des jeunes qui n'abandonnent pas. Ils vont jusqu'au bout de leur formation. Pardon, j'étais un peu long. Merci Hervé. Merci, tu rajoutes effectivement une case à notre panorama institutionnel qui donne à voir effectivement que on peut innover et faire des propositions en dehors de l'institution scolaire, mais aussi pas très loin dans sa proximité, à destination des mêmes publics jeunes, parfois avec des allers-retours, d'ailleurs on l'évoquait tout à l'heure, entre ces institutions. Et voilà, et ça nous rajoute des éléments de ce panorama, le raccrochage pris en charge dans l'institution de manière innovante, les conditions d'un éventuel essaimage, de laboratoire d'innovation, la possibilité de penser ces partenariats en dehors, y compris en dehors du périmètre de la seule institution scolaire. Bref, une question mise en partage dans le cadre des alliances éducatives et des partenariats, cette question du décrochage. Alors, je me tourne vers toi, Olivier, parce que du coup, quelle question ça pose à une fédération d'établissements scolaires publics innovants, hein, voilà, laboratoire d'innovation, lecture que vous faites de la place que vous occupez dans ce panorama institutionnel et l'éclairage que vous pouvez nous amener sur à la fois les institutions et les besoins des jeunes. Alors je vais essayer de parler de nous et commencer à enclencher le dialogue. Alors d'abord, point commun et différence avec les écoles de la seconde chance. La FESPI est une fédération d'établissements scolaires qui ont préexisté à cette fédération, c'est-à-dire que c'est absolument pas labellisé et que les structures dont on fête les 20 ans aujourd'hui, le pôle innovant lycéen, le micro-lycée de Sénart, ont pour particularité d'être ce qu'on appelle du bottom-up. Voilà. C'est un petit groupe d'enseignants qui réfléchissent sur un projet, qui ont envie de monter quelque chose et qui vont convaincre l'institution que c'est possible. Ce qui laisse des traces durablement sur un état dans l'état quand on accueille ce genre de structure, parce que ça fait partie un peu des origines mêmes de ce type d'établissement. Deuxième point commun qu'on peut avoir avec les écoles de la seconde chance, effectivement, on est là pour accueillir des jeunes. À la FESPI, il y a aussi beaucoup d'établissements qui sont sur la prévention du décrochage. Donc c'est une fédération qui va réfléchir sur les valeurs qu'on a en commun entre les copains qui sont en école primaire, les copains qui sont au collège, et puis des copains qui sont en lycée avec du public qui n'a pas connu de période de rupture, et nos structures qui accueillent des jeunes dans un moment, dans une trajectoire de vie où finalement il y a eu des parcours atypiques, il y a eu des périodes d'arrêt, et ils cherchent à revenir. Donc une des ambitions de notre fédération, c'est de dialoguer entre différents niveaux. Donc on a des jeunes qui ont connu une rupture, qui viennent chez nous.
Par contre, je vous félicite parce que dans nos structures, déjeuner à l'heure, il n'y en a pas souvent le matin. Mais bon, c'est un défi. Hein. Donc, il faudrait qu'on vienne s'inspirer de comment vous y prenez. Mais ça, c'est vraiment pas ce qui nous saute aux yeux dans nos établissements, le réveil le matin. Par contre, on est patient. Vous commencez à midi, non? C'est ça. C'est une bonne façon de s'y prendre pour régler le problème. Ce que je voulais partager avec vous en termes de réflexion sur ce que l'on fait, c'est autour de cette question de qui prend en charge le décrochage et qui nous amène à réfléchir sur ce qu'on entend par décrochage. Pierre-Yves en dira quelque chose de beaucoup plus intéressant que moi en clôture de cette journée, mais on a souvent une tension entre deux définitions du décrochage, c'est-à-dire le décrochage comme arrêt de la scolarité qui implique qu'on puisse rentrer dans nos différents dispositifs, et puis le décrochage dans la salle des profs, c'est-à-dire le jeune qui est physiquement inscrit dans un endroit et qui décroche des apprentissages ou qui n'accroche pas, enfin on va pas faire le débat. Et je crois que ce qui fait l'intérêt des établissements scolaires qui sont à l'intérieur de la FESPI, c'est d'accepter cette tension entre ces deux définitions. Et donc penser en même temps que pour pouvoir revenir à l'école, il faut en même temps une école un peu différente. Parce qu'il faut en même temps interroger un parcours qui est amené vers là, et en même temps interroger la forme scolaire qu'on leur propose. Donc il y a toujours quelque chose du petit laboratoire, parce que l'expérimentation permanente fait que nous sommes des petits laboratoires. Mais il y a une tension qui est aussi, et on l'a souvent dans ce débat entre nous, à l'intérieur de la FESPI et dans les équipes, quel temps on a à accorder à la formalisation de l'expérimentation et quelle énergie cela prend de pouvoir formaliser pour pouvoir essaimer, pour pouvoir clarifier, pour pouvoir diffuser par rapport au cœur de notre métier qui est que le matin, quand les gamins sont pas là, il faut leur passer un coup de fil. Que quand un gamin va mal à 22h, il faut qu'on se débrouille pour essayer de trouver une solution pour lui. Et donc, effectivement, on est assez persuadé que c'est très important de formaliser, de pouvoir transmettre et partager un petit peu ce qui se passe dans nos établissements, mais notre énergie est limitée. Nous ne sommes que des hommes et des femmes, engagés certes, mais quand même, il y a une mission première qui est d'être au service de l'accompagnement de ces jeunes au quotidien. Le troisième point que je voudrais évoquer, c'est comment la question du partenariat est une forme d'évidence. Puisque, comme on l'a dit dans différents ateliers ce matin, l'idée de ces structures est d'essayer de voir comment on construit un dispositif, une école, un accompagnement à partir de des besoins qu'on identifie chez les jeunes. Et on identifie très souvent dans les structures de retour à l'école, sans être capable d'apporter des chiffres rigoureux, mais que les jeunes qui ont des difficultés d'ordre qui relèveraient du soin-études ou de difficultés psychiatriques sont très nombreux à venir frapper à nos portes. Ils sont très nombreux à rentrer dans nos structures et sont très nombreux à mobiliser énormément de questions que l'on se pose. Donc de fait, tous nos établissements, le Polyinnovant lycéen ou le micro-lycée de Sénart, on est en lien avec des institutions dont c'est le métier. Une partie de notre travail est d'essayer d'accompagner ces jeunes vers le soin. Une autre partie de notre travail consiste à essayer d'accompagner ces jeunes en dialogue avec leurs soignants quand ils sont déjà des soignants. La partie la plus difficile pour nous est souvent lorsque ces jeunes ne sont pas diagnostiqués ou qu'il n'y a pas de prise en charge préalable et que finalement le décrochage est finalement la conséquence d'une difficulté qui n'est pas que scolaire. C'est comment est-ce qu'on essaye de construire les partenariats qui nous permettent d'apporter une réponse qui ait du sens par rapport aux jeunes. Ça, c'est quelque chose qui nous met à la fois en questionnement en permanence et à la fois qui fait que le partenariat est une évidence. On ne peut pas travailler autrement qu'en partenariat. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport à ce débat sur notre belle institution, c'est qu'on est très fiers d'être dedans. Ce qui fait une des particularités de la FESPI, c'est cette fierté d'être à l'intérieur de l'éducation nationale, de ne pas proposer du Montessori, de ne pas proposer des écoles qui seraient privées et qui pourraient fonctionner autrement. Et c'est d'être à l'intérieur du système. Être à l'intérieur du système tout en essayant de voir quelles sont les marges de manœuvre que l'on peut avoir à l'intérieur du système pour essayer de travailler autrement.
Alors parfois avec un peu plus de moyens, mais en même temps ces jeunes le méritent en général, et ça vaut la peine qu'on y consacre un peu plus de moyens financiers et humains, mais d'autre part en étant créatif. Et il y a des choses qui sont très liées au fait qu'on ait des établissements à taille humaine. C'est-à-dire que lorsque l'on décide dans un micro-lycée ou au PIL de changer nos horaires, c'est 3 minutes de discussion. Et on passe à l'acte. On le fait, on bouge. Quand on se rend compte qu'un dispositif ne fonctionne pas et que quelque chose qu'on a essayé d'expérimenter ne permet pas à des jeunes d'être accrochés, on prend 5 minutes pour pouvoir l'arrêter et essayer de penser autre chose. Autrement dit, ces établissements qui sont petits ont la possibilité d'être particulièrement réactifs pour être en mouvement en permanence. Et c'est peut-être là notre force par rapport à cette grosse machine qu'est l'éducation nationale, c'est qu'en étant dedans, en étant avec grosso modo les mêmes règles, même si on est souvent un petit peu dérogatoire, on a aménagé des leviers d'action qui sont beaucoup plus souples et sur lesquels on peut beaucoup plus facilement essayer de réagir pour accompagner au mieux chacun de ces jeunes. Merci Olivier. Donc je retiens effectivement la lecture que tu proposes et que vous proposez à la Fédération, d'assumer d'être à la fois un laboratoire d'expérimentation au cœur de l'institution, avec cette tension que tu évoquais, hein, d'avoir à la fois le temps d'expérimenter, de formaliser l'expérimentation, d'envisager la diffusion, l'essaimage, et il me semble que vous l'assumez, hein, et que vous assumez pour être contributif de l'évolution des pratiques au sein de l'institution, et puis c'est au cœur du travail qui est quand même le suivi et l'accompagnement des parcours des jeunes et des familles. Hein. Et là, tu nous évoques sur ces dimensions-là aussi l'importance des partenariats et l'évidence des partenariats. Donc, il y a sans doute là-dedans, dans ce panorama institutionnel, finalement, une tension presque irréductible, j'allais dire, à la fois, d'une nécessité d'innover au cœur de l'institution et d'avoir des moyens spécifiques pour pouvoir innover. Et cet aller-retour avec le questionnement d'une forme scolaire dont on voit aussi, vous l'évoquiez, Madame Pithiot, qu'elle peut contribuer à créer du décrochage et qu'il faut qu'on la questionne en permanence et qu'elle puisse évoluer. Peut-être à ce stade de la discussion, je vous renverrai bien la question, d'une certaine manière, avec l'échange qu'on vient de développer là, de ce qu'il en serait pour vous des pistes d'amélioration, des points de vigilance à avoir dans ce panorama-là, notamment si on veut prendre la mesure des besoins des jeunes et de la difficulté peut-être aussi du contexte actuel, où on voit malgré tout une explosion, et vous l'évoquiez, Madame Dubosc, des problématiques des jeunes et des perdus de vue. Voilà, quels seraient les points de vigilance ou les points de proposition que vous auriez à ce stade-là pour renforcer les partenariats, aborder différemment les besoins des jeunes? Peut-être, et je vous avais coupé, Madame Dubosc, tout à l'heure, peut-être un point que vous auriez souhaité aborder. C'est l'esprit de l'accord que nous avons eu avec les signataires de la Convention régionale de lutte contre le décrochage scolaire, de former des assises pour justement augmenter ce dialogue institutionnel avec les acteurs de terrain, et produire un plan d'action, en fait, se donner des axes de travail qui soient le fruit d'un bilan sur toutes les méthodes d'innovation qui sont produites sur le territoire. Il y a d'ailleurs dans le programme des assises un groupe de travail dédié à l'innovation pédagogique qui ne sera pas conduit par la région, c'est pas notre compétence, mais ils en parleront. Il y a des questions, le dialogue institutionnel doit aussi permettre de travailler de nous interroger sur nos propres compétences en qualité de bâtisseur. On a une réflexion très constante, je dirais, mais qu'il faut renouveler incessamment sur l'évolution de l'architecture, parce que la classe, le concept de classe tel que nous l'avons tous connu, et depuis la Troisième République, grosso modo, il n'a pas bougé, et il semble que les besoins, la façon d'apprendre complètement changé. Et à ce titre, quand je regarde le mobilier du PIL, ça m'interroge sur quel type de généralisation il serait intéressant de conduire sur le mobilier scolaire, par exemple. La question des classes inversées me semble-t-il, appelle aussi d'autres modalités d'aménagement des locaux. Et puis les classes inversées aussi, ça a quelque chose à voir avec la préparation en amont des cours et donc de l'enseignement via le numérique. Et comme la collectivité locale aussi s'engage dans l'équipement numérique des élèves,
en quoi ces équipements permettent l'innovation pédagogique, les classes inversées. Donc bref, le dialogue est absolument essentiel. Et je pense que rester dans la clandestinité peut être, puisque c'est aussi le terme qui a été employé dans l'institution, peut être un élément de confort. Mais en même temps, il faut, ça a été dit aussi, se mettre en danger et donc accepter la mise en visibilité pour tenter le coup de toutes les voies de généralisation possibles. Madame Pitiot. J'allais dire, j'allais vous prendre au mot. Moi, je veux bien qu'on change tout le mobilier de... Et j'ai... Voilà, on se retrouve ce week-end. Vous allez rester là. Oh, j'ai quelques bouteilles à la cave, vous inquiétez pas. Il y a toujours moyen de se nourrir. Non, mais blague à part, le levier architectural dans un établissement scolaire, il est majeur pour le climat de l'établissement. Je crois que tout le monde en convient. Et c'est pas nouveau comme idée. Ça a 30 ans. Enfin, ça a même l'âge de la massification de l'école, donc ça a un peu plus de 30 ans. Hein. Ça en a même facilement 45. Donc c'est un levier à prendre en compte. Moi, je voulais rajouter 2 petites choses. D'abord sur une fausse bonne idée qui a été notée par l'une des personnes qui a fait la restitution vidéo, qui est celle du hors-contrat, en disant ces gens-là sont très forts en termes de communication. Je suis d'accord avec cette personne et en général assez faible sur le fond. Pourquoi je vous en parle? Parce que justement ça m'avait frappé. Je voulais le dire dans la présentation tout à l'heure, puis je me dis bon, c'est peut-être pas la peine d'insister là-dessus, mais finalement j'ai envie de le faire. Dans les fonctions qui furent les miennes dans l'Académie de Strasbourg, il y avait notamment l'inspection des établissements hors contrat. Et avec des dispositifs florissants qui étaient des vrais pièges pour les familles. On leur vendait ce que vous savez très bien faire, mais à prix d'or et avec un résultat extrêmement piètre. Et finalement, pour une fois, ceci dit, l'institution était ravie parce que les gens revenaient vers nous, revenaient au bercail en disant je crois qu'on s'est fait avoir. Et j'en ai encore reçu cette année. Une maman qui me dit bah, du coup, là, il avait déjà fait une première dans un établissement, mon fils a déjà fait une première dans un établissement de ce type-là, bah, je me rends compte qu'en fait, rien n'est reconnu, qu'il ne pourra jamais passer un bac classiquement, comme il aurait pu le faire d'ailleurs au micro-lycée. Je tiens à dire que par exemple ici, la seule mention très bien du bac 2021, bon, bah, c'est un élève du micro-lycée. Voilà, comme quoi on y réussit très bien. Et justement, revenir dans le giron de l'institution, parce qu'on y est bien finalement, je suis ravie de l'entendre. Voilà, ça c'est une fausse bonne idée, mais en effet, l'argent est quand même le nerf de la guerre et je suis ravie de vous entendre dire qu'on va investir massivement dans le lycée Villon dans les mois qui viennent. C'est ce que j'ai choisi de comprendre. Voilà, c'est enregistré. Vous signerez avec votre sang à la sortie. Mais le problème fondamental, c'est de résoudre, je crois, cette hésitation que l'institution elle-même a dans la façon de dire à qui va-t-on confier, y compris jusqu'à la DGESCO, je vous regarde à dessein, à qui va-t-on confier le raccrochage? Est-ce que c'est affaire d'orientation? Est-ce que c'est affaire d'innovation? Bonne question. Si c'est affaire d'orientation, c'est-à-dire qu'on va essayer de rechercher l'adéquation de l'élève avec une forme préexistante. On va essayer de trouver la bonne forme qui correspond à son profil, mais son adéquation à lui avec une forme qui préexiste. Et puis l'innovation, donc on va essayer de mettre en adéquation la forme avec l'élève réel, l'élève tel qu'il existe. Et cette tension-là, elle est au cœur, y compris d'un lycée classique ou d'un collège classique. On ne fait que ça tout le temps. Savoir si c'est à nous d'adapter le format à l'élève ou au format d'apprendre à l'élève d'être en adéquation avec lui. Et ce que vous disiez finalement, ce dialogue sur la ponctualité ne disait pas autre chose, je crois. Et ça va se loger jusque dans ce type de tension avec la gestion du temps. Donc des vigilances ou des points d'appui, oui, ben voilà, avoir en tête que nous sommes sans arrêt traversés par ces tensions-là, qu'il faut qu'on les identifie, il faut qu'on les assume, il faut peut-être qu'on les dépasse, que ce sera forcément, en termes de points d'appui,
par le partenariat, que bien sûr ça va demander des moyens, il y en a, des considérables, qui ont été investis notamment dans le pôle innovant lycéen, mais pas uniquement, et que, en termes de points d'appui, ces expériences-là, j'y reviens, sont un laboratoire pour un établissement scolaire. Et moi, je suis candidate à ce que on ouvre les frontières et qu'on continue un dialogue qui est déjà à l'œuvre dans un établissement comme celui-ci. Il y a déjà des projets entre des collégiens et des groupes du PIL autour du développement durable. Il y a déjà des ponts, mais des ponts autour d'objets, des ponts en ouvrant les classes à d'autres élèves et en permettant aux uns et aux autres de se rencontrer. Au-delà de ça, je pense qu'il va falloir qu'on crée des ponts en matière de pratiques pédagogiques. Il y a déjà des enseignants qui se partagent entre un temps d'enseignement dans l'institution, d'ailleurs sont-ils schizophrènes, et dans le micro-lycée ou dans un pôle innovant lycéen. Je suis d'accord sur ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que j'ai entendu aussi. Comment fait-on quand on a été bombardé dans un pile, alors que c'était pas prévu, et que c'est la dimension des ressources humaines qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve là par hasard. Madame Hearst, quelque part, ça a été votre cas. Je ne sais pas où elle est passée. Voilà. Elle est partie. Voilà. Elle a décroché. Ce sera la blague du jour, hein, ça quand même. Toutes ces choses-là, il faut les avoir. Voilà, ce passage constant entre des points de vigilance et qui sont aussi des points d'appui. Parce que les gens qui se retrouvent par hasard catapultés au pile temporairement et qui vont retourner dans l'institution, ils vont revenir forts de ce bagage. Il va se passer quelque chose. Et inversement, la connaissance de ce qu'est la difficulté pour un professeur lambda, auquel je voudrais quand même rendre hommage dans notre institution, qui se retrouve avec vos élèves qui ont décroché et qui raccrochent de façon volontaire, et qui jusque-là étaient pris dans l'institution, dans des horaires, dans des contraintes, dans des années scolaires, pour lesquelles ils étaient à aucun moment volontaires. Le miracle qu'arrivent à produire chaque jour les professeurs de collège ou de lycée lambda pour les garder avec nous, c'est tout à fait considérable. Et je voudrais quand même qu'on ne termine pas sur une institution bashing. Moi, je suis très fière de faire partie de ce collectif. Je suis très fière des enseignants, même si je ne vais pas être fière d'eux. Ils sont des individus. J'espère qu'ils viennent eux aussi le matin avec la satisfaction d'être utiles à leurs élèves. Bien sûr, je t'en prie. Juste pour répondre à Olivier par rapport aux horaires. En fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est que nos stagiaires, nos jeunes ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle. Donc ils sont donc rémunérés par la région. Voilà, c'est aussi, je pense, un des facteurs qui fait qu'ils sont vigilants, même si, au début de parcours, bien évidemment, là je vous parlais des jeunes qui sont régulièrement à l'heure, c'est en fin de parcours. Au début de parcours, lorsqu'on a des jeunes qui depuis 3 ans vivent la nuit, on leur demandait d'être là le matin 8h30 ou à 9h, c'est compliqué. Hein. Donc on s'adapte, on écoute, on dialogue, on échange, et petit à petit, ça se met en place. Là, on parle depuis tout à l'heure du décrochage, mais il y a un élément sur lequel on n'est pas intervenu, et je pense que c'est quand même important de le souligner, c'est tous les freins périphériques qu'il y a autour de certains jeunes. Et ce qui peut... Parfois, c'est pas l'école qui fait décrocher, c'est tout ce qui est autour. Et je pense que si là, l'État, de façon très générale, doit mettre les moyens, c'est aussi là. C'est identifier les freins qu'il y a. Alors, il y a les freins à l'emploi, mais il y a aussi les freins à l'apprentissage. Et nous, on travaille beaucoup avec nos jeunes là-dessus. Ils n'osent pas nous le dire au départ. Mais, encore une fois, pas de misérabilisme, mais grande précarité au niveau de la santé. Donc il y a des freins au niveau de la santé, des freins au niveau du logement, des freins au niveau de la nourriture. Et les jeunes n'osent pas en parler. Peut-être que certains décrocheurs des collèges, des lycées décrochent, non pas parce qu'ils ne sont pas bien sur les bancs de l'école, c'est peut-être là même où ils sont le mieux, mais c'est que tout ce qui se passe dans leur environnement fait qu'ils ne peuvent plus te dire. Donc je pense que c'est aussi en amont qu'il faut qu'on réfléchisse pour voir ce qu'on peut collectivement mettre en place pour justement essayer de comprendre un petit peu les mécanismes qui peuvent se mettre en place dès lors où le jeune n'est pas dans des conditions favorables, parce que c'est quand même... Enfin, vous avez tous été étudiants aussi, c'est quand même c'est assez contraignant, ça demande de la concentration, ça demande de l'énergie, ça demande de la patience. Et bien si on n'a pas tout ça dans un environnement stable au quotidien, c'est hyper compliqué, hein, c'est hyper compliqué pour les jeunes.
Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Je pense que c'est important qu'on parle aussi des freins périphériques aux apprentissages. Un mot sur quelque chose qui est très difficile autour de la question de la transférabilité des bonnes pratiques, des outils, des dispositifs. Ce qui nous paraît relativement essentiel dans ce que l'on a à transmettre, c'est des méthodes et des valeurs. Des méthodes autour de comment on fait pour travailler en réunion, comment on fait pour expérimenter, comment on fait pour créer un vrai collectif autour de chaque jeune. Et j'ai l'impression, mais les copains de la FESPI me contrediront dès qu'ils auront la parole, que en fait nos dispositifs sont assez secondaires. Et c'est pas tellement les dispositifs, c'est pas tellement les outils qu'on a à transmettre, c'est un état d'esprit. Et transmettre un état d'esprit, c'est d'une complexité incroyable. Transmettre des valeurs autour de l'humanisme, transmettre la croyance indéfectible que chaque jeune est éducable. Croire que l'adulte peut changer quelque chose dans sa façon de travailler avec lui pour mieux l'aider, c'est difficile à transmettre. Mais on croit que c'est vraiment ça le plus important et pas tellement les dispositifs ou les techniques qui, elles, sont beaucoup plus faciles à formaliser et à transmettre. C'est pour ça qu'on a des gens qui nous aident dans les établissements, notamment des chercheurs, pour essayer de nous faire prendre conscience de ce qu'il y a de plus difficile finalement à formaliser, c'est-à-dire des postures, des façons d'être dans l'accompagnement de ces jeunes. Et le deuxième élément sur lequel je voulais m'arrêter 2 secondes, c'était sur cette question de l'articulation entre la prévention du décrochage et puis ce qui se passe dans les structures de retour à l'école ou de raccrochage. Il y a dans les trajectoires de vie des jeunes qu'on accompagne souvent besoin d'arrêter. C'est-à-dire que on dit souvent, on en discute avec certains psychologues, hein, on dit souvent que ce jeune a bien fait de dire stop à la souffrance. C'était pas forcément la faute de l'école, mais que ce temps d'arrêt, il est souvent nécessaire pour pouvoir sortir de quelque chose de difficile, pour pouvoir prendre le temps de s'interroger, pour pouvoir prendre le temps d'aller rencontrer des adultes qui pourraient l'aider. Et je crois beaucoup que même si l'éducation nationale progresse beaucoup, on ne doit pas avoir pour objectif 0% de décrochage. Parce que dans des histoires de vie, il y a besoin, à un moment donné, de faire une pause. Et c'est pour ça que des structures, pour revenir un peu plus vieux, un peu plus tard, doivent continuer à exister. Et ça ne doit pas être juste une innovation à un moment donné, au cours du début du XXIe siècle. Sur la question du partenariat, on ouvre la liste des courses, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Je crois qu'on aurait... Après ? D'accord. Je crois qu'on aurait une réflexion très intéressante à avoir sur la question du statut des jeunes qui raccrochent. Il existe un statut du côté de la voie professionnelle, il n'y en a pas du côté de nos jeunes, qui peuvent pourtant avoir 20 ans, qui peuvent avoir 25 ans, qui peuvent avoir des enfants, qui peuvent être en grande précarité sociale, et pourtant ils sont inscrits comme des lycéens, avec des types d'aides qui correspondent à des gens qui, a priori, vivent encore avec leurs parents. Et donc c'est très compliqué pour nous de pouvoir être dans un accompagnement social efficace, parce finalement, puisqu'ils ont des parcours atypiques, ils n'ont pas le bon âge, entre guillemets, des aides qui sont pensées à l'intérieur du lycée. Et là, je pense qu'on a un chantier assez intéressant qu'on pourrait ouvrir ensemble. Alors, je ne fais pas encore la liste des courses, hein, mais en tout cas, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on y réfléchisse ensemble. Voilà qui est... Merci de ces apports très riches. Est-ce que vous souhaitez peut-être un petit temps d'interaction avec la salle, parce que je ne me risquerai pas une synthèse des éléments très riches, je peux m'y risquer, mais peut-être quand même, mais on manque de temps, peut-être plutôt, éventuellement, est-ce que certains d'entre vous voudraient contribuer, réagir, questionner ? Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous lever, du coup, et de parler assez fort, parce que je ne peux pas vous passer le micro, j'en suis navré. Ou alors venez, effectivement. Non, mais je vais trouver à m'asseoir également.
Non, ça va aller, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Pacana-Rossi, chef de bureau innovation pédagogique à DGESCO. Je me sens un petit peu concernée par l'interpellation de l'institution. Je suis très heureuse d'être parmi vous à l'invitation d'Olivier, avec qui j'ai des contacts via la DGESCO, puisque nous conventionnons la FESPI en tant que bureau d'innovation pédagogique. Évidemment, je voudrais rebondir sur ce lien et les questions qui ont été posées, qui sont évidemment, alors pour moi qui arrive sur ce poste depuis quelques mois seulement, cette réflexion autour de la manière de soutenir l'innovation. Est-ce que c'est une difficulté quand l'institution soutient l'innovation, de cette articulation entre la marge et l'institution? Enfin, c'est vraiment des questions qui sont au cœur de notre réflexion dans le bureau. On a plein d'actions quotidiennes de soutien et de valorisation. Notre rôle, c'est de soutenir l'innovation et d'accompagner les réseaux d'Ecarly dans les académies pour les aider à soutenir les innovations dans l'établissement et articuler ça avec la recherche, etc. Mais c'est vraiment une vraie question et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de venir aujourd'hui ici et d'être présente, d'abord pour comprendre, pour découvrir, pour faire connaissance aussi davantage. Moi, il me semble, évidemment, je rejoins le discours qui a été tenu sur la nécessité d'être en lien avec l'institution et d'être... moi, je vois mon bureau, disons, comme une interface finalement entre l'institution, parce que le bureau d'innovation est très ouvert sur les partenaires. C'est un bureau métier qui n'est pas tourné à l'intérieur de la DGESCO. On a beaucoup de partenaires institutionnels, associatifs, etc. Et je me dis que le rôle du bureau d'innovation pédagogique, en lien avec des structures comme celle que vous fédérez par exemple, ou d'autres microstructures qui ne sont pas fédérées à la FESPI, c'est de faire le lien, de donner à voir. Moi, j'ai à cœur quand même de donner de la visibilité à des microstructures et aux actions qui sont portées. Bon, parce qu'à titre personnel, elles m'intéressent beaucoup et j'y crois, c'est une chose. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu venir à l'innovation pédagogique. Il y a quand même des logiques dans les parcours professionnels. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le dialogue se noue, que l'institution soit perçue comme un facilitateur et pas comme une... Alors, bien sûr qu'il y a des contraintes, de fait, bon. Mais en fait, c'est de faire avec, de voir comment on peut davantage donner à voir. Et quelqu'un tout à l'heure a parlé de la visibilité qui doit être accrue des innovations qui sont menées dans vos structures. Dans ces structures-là, il y a une potentialité qu'on n'a pas dans les structures classiques. Moi, j'étais enseignante de langue vivante en anglais, j'étais hyper langue vivante anglais, j'étais dans un établissement et il y a plein de profs lambda, comme vous les appelez, qui veulent innover, sauf que voilà, il y a tellement de contraintes, de nombre, de matériel, d'espace, etc. Que, voilà. Donc la microstructure, c'est aussi un endroit où on peut expérimenter et donner à voir ce vers quoi on tend. Il y a une dimension prospective quand même. Et moi, c'est aussi ça que je viens observer et qui me paraît intéressant à valoriser. Voilà, c'est ça. Et donc, merci pour le travail que vous faites. Merci, madame. D'autres éléments de réaction, peut-être, de compléments, de questionnements? Moi, je retiendrai peut-être... n'hésitez pas, puisqu'on s'achemine vers le terme de notre échange qui a été riche et très dense. Et j'ai pris plein de notes. C'est effectivement un temps très formateur, je suis d'accord avec vous, madame, et très intéressant. Peut-être à retenir quand même sur les quelques points... finalement, vous avez tous beaucoup parlé de tension, et c'est ce que je trouve intéressant, la dimension à la fois créative mais questionnante de la tension permanente que vous avez à la fois dans une institution entre sa marge et son cœur, entre ce qu'on peut innover au contact de la difficulté et de la contrainte et de ce qu'on pourrait ambitionner, d'essaimer, au bénéfice de la transformation du système. Et puis, comme tu le disais aussi, Olivier, je pense effectivement peut-être de résister à cette idée qu'on pourrait venir à bout du problème, d'une certaine manière, puisque même, tu l'as évoqué, et il peut être important ou intéressant dans un parcours qui est de l'arrêt, de la prise de distance. Ça me fait penser à ce que nous disait Frédéric Wexler dans son petit message de début, c'est-à-dire on fait évoluer y compris le statut de l'erreur et de l'échec, vous voyez, dans ces réflexions-là, et découvrir qu'à un moment de parcours, peut-être, effectivement, ce temps de respiration que proposent les établissements innovants, ou même l'arrêt même d'un parcours tout court peut être intéressant. Peut-être se pose quand même la question vive qui nous intéresse tous, et vous l'avez évoqué tous à plusieurs niveaux, c'est les perdus de vue, les invisibles, ce que la crise Covid, en fait, et nous le craignons tous, va amplifier
démultiplier cette difficulté de raccrocher avec eux. Vous êtes quelques-uns, quelques-unes à l'avoir évoqué. Peut-être c'est, pour terminer cette table ronde, il faut bien la terminer, peut-être vous proposer une proposition, une idée, une vigilance peut-être pour terminer cette table ronde autour de ce souci qu'on aurait de ces perdus de vue, de ces invisibles. Voilà, quelle idée force. Bon, l'exercice n'est pas forcément simple, vous avez donné déjà plein de pistes, mais peut-être pour finir sur cette petite note-là, quelques idées que vous souhaiteriez partager avec nous. Pour la région, les perdus de vue, on les appelle les injoignables. Ce sont les élèves que notre plateforme d'appel n'arrive pas à joindre lors des campagnes d'appel, parce que justement le numéro de téléphone qui est dans le fichier éducation nationale n'est plus bon, parce que c'est des numéros très volatiles ou juste qu'ils ne veulent pas répondre. Donc comment aller chercher ces jeunes? C'est l'objet du partenariat institutionnel, j'y reviens, en particulier les groupes opérationnels du plan régional d'insertion des jeunes, qui on donne ces listes, il y en a à peu près 7000 je crois à l'issue des campagnes d'appel, qui on donne ces listes avec tout le respect que l'on doit du droit et du RGPD notamment, pour qu'ils se déplacent et ils peuvent aller, ils vont jusqu'à chez eux, ils tapent à la porte et ils sortent les jeunes. Et d'ailleurs, lorsque les acteurs sont autour de la table pour faire le bilan des campagnes d'appel, certains acteurs sociaux sur les territoires s'aperçoivent dans les listes qu'ils connaissent les jeunes et donc ils vont les chercher. Et d'ailleurs, il y a de belles histoires. Alors, ce sont parfois des exceptions consolantes, mais c'est aussi ce qui nous encourage à continuer. Je vais compléter les propos. Et notre école, on est partie prenante sur plusieurs GOS. C'est les groupes opérationnels de suivi dans le cadre du plan régional d'insertion de la jeunesse qui lancent des appels à projets régulièrement pour aller, ce qu'on a dans le jargon un petit peu, chercher les NITS invisibles. Maintenant, on dit les injoignables. Donc, alors moi, je voudrais quand même être hyper réaliste. Et, quand on est dans les groupes opérationnels de suivi, qu'on échange sur des situations, mais ceux qui sont dans cette situation, les invisibles, avant qu'ils reviennent vers un dispositif de droit commun, voire vers l'école, mais ça va prendre des années. Parce qu'ils sont tellement loin de tout ça que le temps que l'éducateur de quartier, parce que dans le cadre du prix, j'ai des appels à projets, en fait, il y a des postes, ce qu'on appelle des postes de référents. Ce sont des personnes qui ont un peu le profil pour les cinquantenaires comme moi, des éducateurs de rue à l'époque, qu'on avait quand on était gamin, qui faisaient des maraudes dans les cités et qui raccrochaient les jeux au travers du sport, au travers de la culture, au travers de la musique. Donc c'est un peu ce qui est en train d'être remis en place, où en fait on embauche des profils de ce type qui font des maraudes, mais avant que les jeunes prennent confiance avec la personne qui se balade dans le quartier, ça prend des semaines, voire des mois. Et après, le temps que ça va prendre, le temps que le jeune prenne la clé pour essayer d'aller ouvrir la porte, ça va aussi prendre des mois. Alors c'est très bien ce qui se passe, il faut le faire. Hein. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un résultat immédiat. Hein. Moi je le dis tout le temps. Hein. Le jeune, le temps qu'il revienne et qu'il réenclenche sur un dispositif de droit commun, ça peut prendre un an et demi. Et encore une fois, avant qu'il revienne, il faut qu'on travaille sur les freins périphériques. On ne peut pas lui demander de rentrer dans un dispositif si on n'a pas réglé ses problèmes de logement, ses problèmes de santé, ses problèmes d'addiction, ses problèmes de... Non, ça prend du temps. Alors il faut le faire, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'en 2022, tous les NITS invisibles soient à l'école, soit au collège, soit au lycée, soit à l'ETC, soit dans un EPID, soit... Faut pas rêver, quoi. Voilà. Enfin, je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais... C'est la réalité. Alors, moi, je voudrais conclure en disant que on n'a pas les mêmes moyens, d'une certaine façon, d'aller chercher ces perdus de vue ou ces injoignables. Dans l'école, on s'attend à recevoir des wagons, qu'on appelle des cohortes, qui arrivent, qui ont tous le même âge et qui arrivent tous en même temps. C'est pas du tout le même mécanisme. Et en même temps, on ne retient pas un enfant contre son gré. Voilà, donc nous, on est obligé à un moment donné on cède. Mais ça interroge, du coup, du point de vue de l'élève, son consentement à l'école. Et c'est rarement quelque chose qu'on interroge. Quel est le degré de consentement des élèves qui sont parmi nous à l'école ? Est-ce qu'on a pris ça en compte avant d'accueillir des cohortes d'élèves ? J'ai toujours pensé qu'en matière de climat scolaire, parce que ça faisait partie de mes missions à Strasbourg, il y avait 3 marges de progression, et c'est pas très loin de l'état d'esprit, pour finir, que vous disiez là, c'est-à-dire... la première marge de progression, c'est la qualité d'adresse à l'intérieur de la classe.
la façon dont on s'adresse à un enfant, la façon dont on le considère, dans la façon de construire un cours. Et c'est quelque chose qui est rarement mesuré dans un établissement scolaire. J'ai beaucoup insisté là-dessus, et en général, les gens me regardent avec des grands yeux, disant, mais de quoi parle-t-elle? Ici, j'ai l'impression que vous savez de quoi je parle. Le deuxième levier, c'est l'alliance avec la famille. On a dit, enfin, ce mot-là, il a évolué. On disait parentalité il y a encore 15 ans. Après, on a dit parentalité, c'est comme si on avait quelque chose à apprendre aux parents. Fournissez-nous un individu qui soit digne d'être notre élève. Puis après, on a parlé coéducation. Ok, il va falloir qu'on se mette d'accord sur des règles communes qui feront qu'il recevra à peu près la même éducation qu'il reçoit à l'école dans la famille. Puis après, on s'est dit, bah non, c'est débile. C'est pas ça, c'est de faire alliance. L'école et la famille, ça ne ressemblera pas à la même chose, mais on va faire alliance autour de cet enfant pour qu'il consente à l'école. Et la dernière marge de progression, c'est l'implication du jeune lui-même. J'y reviens, toujours cette affaire de consentement, mais la démocratie lycéenne. Voilà, on les a réunis, par exemple, les nouveaux élus du conseil de vie lycéenne, ce matin à 11h, on leur a parlé de Samuel Paty, on a parlé de faire vivre les valeurs de la République, on leur a demandé comment on pouvait faire ça. Et bien, vous savez que la première idée qui est sortie du chapeau, c'est la proximité. Ils m'ont demandé, est-ce que les adultes soient plus proches d'eux? Ils m'ont demandé à moi, alors ils ont une idée bizarre, hein. Ils m'ont demandé de venir dans la cour. Alors j'aurais dit peut-être qu'il va falloir que je me sonorise et que les élèves puissent venir m'entourer et que je leur parle. J'ai une super idée, mais je sais pas, ça s'organise, mais c'est intéressant. Et j'ai trouvé ça à la fois très stimulant et très surprenant que leur premier réflexe en matière de valeurs de la République et d'égalité, de faire fraternité, de faire vivre ensemble, ce soit soyez proches. Voilà. Et ce sera ma conclusion. Alors moi j'ai déjà fait ma proposition de réfléchir ensemble sur une question de statut. Sur le mot de la fin, moi, je crois que c'est intéressant que on retienne de l'expérience de nos 20 ans que l'école peut être son propre recours. Être son propre recours, ça veut dire ne pas externaliser toutes les difficultés, mais c'est, comme le disait Hervé, puisqu'un jeune est revenu dans une de nos structures, être là les adultes référents qui vont l'aider à aller vers l'accompagnement social et accepter que c'est notre travail et qu'on puisse le faire jusqu'au bout. Accepter que l'école peut recevoir des difficultés de santé mentale et que c'est à l'école d'accompagner ce jeune vers les gens dont c'est le métier, mais de ne pas externaliser le problème. C'est accepter l'idée qu'on ne va pas externaliser vers des orthophonistes ou tous les spécialistes à chaque fois qu'un jeune a quelques difficultés d'apprentissage, mais que d'abord on va essayer de l'accompagner. Et donc on croit beaucoup à ce que vous rappelez sur la question du climat scolaire, et c'est la petite anecdote. Quand ces structures sont nées, en fait, on travaillait là-dessus jusqu'à ce que, je sais pas où est Philippe Goémé dans la salle, mais jusqu'à ce qu'un petit groupe de chercheurs viennent nous expliquer, ah bah oui, c'est du climat scolaire ce que vous faites. Donc on était très contents, on faisait du climat scolaire sans le savoir. Et donc c'est vraiment probablement ça qui caractérise notre fonctionnement. Bien. Merci à tous. On est déjà un petit peu en retard et je pense que la pause est quand même quelque chose qu'il faut savoir préserver. Donc je tenais à vous remercier pour la qualité de ces échanges et de vos contributions, mesdames, messieurs. Merci à vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à rentrer, la pause s'y prête sans doute tout à fait. Merci.